Comme vous savez, en 1989, j'étais étudiante en génie civil à l'École polytechnique. J'adorais mon école, mes amis, mon implication dans la vie associative. Parfois, je réussissais même à aller en classe. J'étais bien dans mon petit monde, mon petit univers à Polytechnique et je portais peu d'attention à ce qui se passait à l'extérieur. Je suivais aucunement la politique et de toute façon, je croyais que les gouvernements, c'était juste des grosses machines insensibles qu'on ne pouvait jamais faire bouger de toute façon. Tout compte fait, j'étais heureuse, très occupée et je m'enlignais vers une carrière en génie civil, en gestion de projet, que j'espérais être en projet de grosse construction. Cependant, suite à la tuerie du 6 décembre, mes camarades de classe et moi, on a appris rapidement comment les décisions politiques pouvaient avoir un impact sur nos vies. Voilà qu'un jeune homme dérangé, qui avait été rejeté par l'armée pour comportement antisocial, a pu légalement acheter une puissante arme semi-automatique et des chargeurs de 30 balles afin de concrétiser sa rage envers les féministes. Il a tué 14 jeunes femmes, en a blessé autant d'autres, et simplement parce qu'il étudiait dans un domaine traditionnellement masculin. Nous voulions faire quelque chose. Mais en tant qu'étudiants à temps plein et dans un domaine aussi technique que le génie, nous n'étions pas équipés pour confronter la violence dans son ensemble. Nous avons donc décidé de miser sur un maillon critique de la chaîne qui a mené à cette tragédie, soit l'accès facile à l'arme qui a permis de réaliser autant de dommages aussi rapidement et aussi efficacement. Et nous avons procédé de la seule manière qu'on connaissait pour se faire entendre par les élus. Nous avons lancé une pétition. Même si je mettais vraiment corps et âme dans ce projet, je croyais dans la cause, je demeurais toutefois très cynique face à notre capacité de vraiment changer les choses. Mais j'ai eu un premier brin d'espoir lorsque la ministre de la Santé est venue à notre école à la fin de la session d'hiver, donc juste avant l'été, pour annoncer qu'il y aura bel et bien une législation pour le contrôle des armes. Or, en bout de compte, cette législation, le projet de loi C-80, a été retiré de l'agenda politique au premier anniversaire de la tuerie parce que la ministre n'avait pas assez d'appui de ses collègues qui ont fait l'objet de pression de la part du lobby des armes tout l'été. Alors là, je suis devenue furieuse. Après toutes leurs larmes et leurs belles paroles, les politiciens d'Ottawa n'avaient pas assez de volonté politique pour passer une seule mesure pour le contrôle des armes. C'est donc à ce moment-là que j'ai décidé de me dévouer sérieusement pour la cause. Je quitte mon emploi d'ingénieur à Bell Canada et avec Wendy Secure, nous fondons la Coalition pour le contrôle des armes. Et encore là, je ne croyais toujours pas qu'on était vraiment capable d'obtenir un véritable contrôle des armes. En plus, je n'avais aucune expérience politique, aucune connaissance du processus législatif et nous n'avions aucun financement autre que la carte de crédit de Wendy. Pire, j'avais une phobie des caméras et juste l'idée de parler devant un groupe de personnes me remplissait d'anxiété. Mais il y a deux choses qui ont cimenté ma détermination d'agir malgré tout cela. Premièrement, c'était tout simplement l'injustice de la situation. Contrairement à la croyance populaire, nous n'avions pas un bon contrôle des armes à feu au Canada. On a appris qu'à l'époque, un jeune de 16 ans, sans dossier criminel, pouvait obtenir un nombre illimité d'armes à caractère militaire sans la connaissance de ses parents ni de la police. Et le massacre à notre école était une des conséquences d'un tel laxisme. Et deuxièmement, pourquoi je n'ai pas pu laisser la cause, c'était tous les petits progrès. À chaque fois qu'un député acceptait de nous rencontrer, à chaque fois qu'on mentionnait notre position dans les médias, pour moi, c'était des pas en avant. Et tant qu'on avançait, bien, on ne pouvait pas lâcher.
Vous connaissez la suite de l'histoire. Au deuxième anniversaire, on a obtenu un premier projet de loi modeste des conservateurs, modeste mais important. Et 4 ans plus tard, le gouvernement chrétien compléta la loi avec les 3 fondements du contrôle des armes à feu, c'est-à-dire un système de permis de possession analogue au permis de conduire, l'enregistrement de toutes les armes à feu, qui est analogue aux plaques d'immatriculation pour chaque auto, et finalement, l'interdiction des armes d'assaut qui sont conçues pour tuer des humains, analogue au fait qu'on peut conduire une voiture, mais on n'a pas le droit d'avoir des chars d'assaut. Suite à cette victoire, j'étais prête à passer à autre chose. Le Réseau québécois de la santé publique faisait partie de la coalition et a vraisemblablement apprécié le modèle et l'approche de celle-ci, puisqu'il m'a recruté pour mettre sur pied une coalition similaire, mais celle-ci sur le tabac et pour le Québec. Mais pendant que je travaillais sur la lutte anti-tabac, ma nouvelle carrière, l'histoire du contrôle des armes se poursuivait. Une des différences entre la cause du contrôle des armes et celle de la lutte anti-tabac est qu'il est beaucoup plus difficile de renverser les progrès de la lutte anti-tabac. Par exemple, les interdictions de fumer dans les restaurants et les bars et tous les lieux publics et les restrictions sur la promotion deviennent rapidement populaires et incrustées dans les normes sociales parce qu'elles affectent directement et quotidiennement tout le monde. Le public n'accepterait jamais, par exemple, de revenir en arrière et de permettre de fumer maintenant dans les lieux publics, même les bars. Or, pour ce qui est du contrôle des armes, c'est un sujet beaucoup plus idéologique, ou plutôt c'est l'opposition au contrôle des armes à feu qui est idéologique. Une minorité de citoyens demeureront toujours déterminés à combattre le contrôle des armes à feu, peu importe la situation. Pour eux, toute mesure en est une de trop. Le lobby des armes au Canada est donc toujours actif, ayant même grandi au fil des ans. Voici simplement les groupes qui font partie, donc les associations de propriétaires d'armes pour les droits de posséder des armes à feu, les commerçants, les clubs de tir, les associations de collectionneurs, etc., qui font partie du lobby des armes à feu au Canada. Et de l'autre côté, il y a des partisans pour un meilleur contrôle, mais ce sont généralement des bénévoles ou des autorités de santé ou de sécurité publique qui ont bien d'autres choses à faire. Et pour ce qui est des gens comme les témoins et les victimes, mais après avoir travaillé autant d'années pour obtenir une loi, on aimerait bien un jour passer à autre chose. Mais malheureusement, la nature idéologique, combinée au fait que le gouvernement actuel partage cette même idéologie, fait que nous avons perdu la pierre angulaire de la loi, soit le registre fédéral des armes d'épaule. Et ce, malgré toutes les protestations des policiers et des autorités de la santé publique, dont l'Institut national de santé publique du Québec, qui a évalué le nombre de vies sauvées par année par le registre à 300. Le registre survit seulement au Québec, et ce, seulement à cause de la détermination du gouvernement du Québec à défendre nos droits à la sécurité publique, et ils combattent présentement le gouvernement fédéral devant les tribunaux. Et à ce sujet, nous venons avoir une excellente nouvelle jeudi dernier, c'est que la Cour suprême a annoncé qu'elle acceptait d'entendre la cause du Québec sur la question des données québécoises et en plus qu'elle reconduisait l'injonction qui protège les données québécoises et qui force le gouvernement fédéral à poursuivre l'enregistrement au Québec. Nous avons aussi ainsi gagné du temps pendant lequel les policiers peuvent continuer à consulter le registre québécois pour implanter des mesures préventives, soit en moyenne 700 fois par jour, et du temps pour reporter la décision, le jugement final qui peut-être arrivera après les prochaines élections, donc peut-être sous le règne d'un autre gouvernement. Après plus de 2 décennies de militantisme,
j'ai appris beaucoup de choses. La plus importante leçon, c'est que rien ne bouge si les gens ne se font pas entendre. Ce constat est d'autant plus pertinent pour les professionnels de la santé, qui comptent beaucoup et surtout sur l'avancement de la science pour favoriser la mise en œuvre de diverses mesures et campagnes de santé publique. Mais dans le monde politique, la science ne suffit pas. Prenez par exemple la question du tabac. Le premier rapport du Surgeon General des États-Unis sur la fumée secondaire a été publié en 1972, mais ça a pris 20 ans de combats féroces politiques pour obtenir enfin une protection générale des non-fumeurs dans les lieux publics que nous, on a obtenu en 2005 avec les deux lois combinées de la loi sur le tabac puis le renforcement en 2005 qui a fait qu'on a un peu ce qu'on a maintenant. Et aujourd'hui encore, nous attendons depuis des années aussi pour que le gouvernement interdise enfin la promotion du tabac via les emballages, de même que l'aromatisation des produits du tabac aux saveurs de fruits, de vanille, de chocolat, etc. Et ce, malgré de nombreuses études qui démontrent que ces tactiques de marketing favorisent l'initiation du tabagisme chez les jeunes. La deuxième leçon est un peu plus technique. Celle-ci, c'est qu'il y a deux étapes distinctes pour l'obtention d'une loi de santé ou de sécurité dans l'intérêt du public. La première étape, c'est l'obtention de l'appui du ministre. C'est la partie la plus difficile, car il faut faire assez de bruit pour que le dossier apparaisse sur l'agenda politique, sur le radar politique, pour qu'il dépasse en importance d'autres dossiers aussi importants, et pour convaincre le ministre de dépenser une importante quantité de son capital politique. Mais même une fois qu'on a l'appui du ministre, ça ne veut pas dire victoire, c'est juste la première étape. La deuxième étape consiste à lutter avec le ministre pour l'obtention, pour l'adoption d'un projet de loi. Lors de cette étape, les groupes de santé et le ministre tentent de convaincre les autres élus, surtout ceux au Conseil des ministres et les autres partis, et de contrer l'influence des adversaires. Nous avons la chance et l'honneur d'avoir avec nous le Dr. Jean Rochon, qui était ministre de la Santé entre 1994 et 1998 et qui avait piloté l'adoption de la loi sur le tabac. En ce qui concerne le Dr. Rochon, nous partions gagnants. On avait pu sauter la première étape parce qu'il était déjà motivé à légiférer sur le tabac et à travailler à l'OMS sur la question. Alors, quelle que soit l'étape, toute campagne pour des changements législatifs pour le bien public en termes de santé et de sécurité comporte les composantes suivantes. Premièrement, des fondements scientifiques solides. Deuxièmement, une approche stratégique. Troisièmement, des activités de relations publiques. Et quatrièmement, la mobilisation des appuis, c'est-à-dire du public, des professionnels et des organismes. Donc, voici quelques anecdotes intéressantes que j'ai pris du temps qu'on a travaillé avec le Dr. Rochon pour illustrer quelques-uns de ces composantes. Un premier exemple de prise de position stratégique qui dépassait le champ de la santé, c'était concernant le problème des commandites, des événements commandités. Donc, l'industrie du tabac utilisait les organisateurs d'événements très populaires pour se défendre contre toute restriction sur la commandite de tabac. Même si notre objectif était d'empêcher l'association d'un produit mortel au jazz, au rire, au tennis, etc., c'est l'industrie avec ces groupes-là qui gagnait 100% la lutte de relations publiques. Donc, il nous fallait neutraliser ces adversaires et puis, puisque nos arguments de santé n'avaient pas d'effet, d'utiliser autre chose que ces arguments-là. Donc, nous avons mis sur pied une autre coalition.
Puis celle-ci n'avait rien à faire avec la santé. Elle ne réclamait qu'un fonds de remplacement pour les commandites de tabac au cas où un jour elle serait interdite. La cible n'était pas le docteur, le ministre de la Santé, c'était le ministre des Finances, Bernard Landry, et il a accepté la proposition. Donc, l'obtention de ce fonds-là, toute la campagne qu'on a faite, a eu pour effet de neutraliser les organisateurs d'événements qui n'avaient plus de crédibilité quand ils disaient que ce serait la fin des événements si jamais il y aurait une loi qui restreignait ou qui interdisait la commandite. Un autre exemple de positionnement stratégique, ici on parle de la nécessité de faire des compromis, c'était la question des restaurants. Selon notre lecture de la situation, il était absolument essentiel qu'on ait l'appui des restaurants pour faire adopter la loi. Mais l'Association des restaurateurs du Québec était contre une interdiction totale. Nous avons donc rencontré sa directrice générale, sa présidente, désolée, et nous nous sommes entendus sur un compromis. Donc, nous, on accepterait que ce ne serait pas une interdiction totale, mais bien des interdictions partielles, et aussi de reporter dans le temps leur mise en vigueur. Donc, il est vrai qu'il s'agissait d'un compromis pour la santé de la clientèle des restaurants et surtout des travailleurs de la restauration. Mais en revanche, on a pu obtenir une série d'autres mesures avec l'adoption de la loi qui inclut l'interdiction de fumer dans presque tous les autres milieux de travail. Mais si j'avais à prioriser, la composante la plus importante, c'est la mobilisation. Parce que contrairement aux opportunités pour contrer les tactiques des adversaires ou pour négocier des compromis, puis parfois, selon les adversaires puis leurs ressources, c'est très difficile à faire, mais la mobilisation des appuis est toujours à notre portée. Je vais vous conter d'autres anecdotes, mais je vais juste faire une parenthèse pour parler de la mobilisation parce que c'est quelque chose d'important, même si c'est moins intéressant. C'est juste de dire que, en ce qui concerne la mobilisation, c'est les rencontres avec les députés qui sont le plus efficaces. Donc, qu'un politicien rencontre un expert de sa région qui lui explique l'étendue du problème puis le bien fondé des solutions, il n'y a rien de plus puissant en politique que ça. Mais je continue l'histoire. Donc, on a obtenu le fonds, on a pu neutraliser les événements commandités et le champ était enfin libre pour parler de santé. Il y a eu quelques sorties médiatiques, mais il y en a une qui a vraiment changé la donne. C'était celle du CHUM avec des oncologues, des pneumologues et leurs patients. Les médecins et les victimes du tabac ont parlé de maladies, de souffrance et même de mort. Fini les arguments économiques en lien avec la commandite de tabac. À partir de cette date, on dirait que les médias semblaient beaucoup plus soucieux d'inclure dans leur reportage ou même d'en faire l'objet principal, ce qui était extrêmement rare quand on parlait de la loi anti-tabac, les objectifs de santé de la loi qu'on réclamait. Une deuxième conférence de presse a elle aussi joué un rôle déterminant pour l'obtention de la loi. Mais celle-ci n'a jamais eu lieu. Je vous explique. Pour assurer l'adoption avant la fin de la session parlementaire, puis là, il faut comprendre que c'est toujours une course contre le temps, il fallait que le projet de loi soit déposé avant le 15 mai. Mais, selon encore notre lecture de la situation, ça bloquait au niveau du cabinet du premier ministre. Alors, les pneumologues pédiatriques de l'hôpital Sainte-Justine ont décidé d'organiser une conférence de presse quelques jours avant la fin de la date butoir, lors de laquelle il avait l'intention de se plaindre de l'inaction du gouvernement face à la souffrance des enfants et des nouveau-nés dus au tabac. Le véritable objectif, bien sûr, c'était de forcer le gouvernement à déposer son projet de loi avant la date. Ils en ont alerté le bureau du premier ministre. Et ce message détaillé leur a mérité un retour d'appel urgent du chef de cabinet, de son cellulaire, dans le salon derrière l'Assemblée nationale qui siégeait.
Le chef du cabinet a essayé de convaincre les médecins qu'une telle conférence de presse n'était pas nécessaire, qu'ils pouvaient compter sur le gouvernement. Et pendant cette conversation-là, tout le monde dans la salle disait non. Ils ont insisté qu'ils allaient tenir la conférence de presse tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un engagement ferme pour un dépôt avant le 15 mai. Soudainement, le lendemain, on a entendu que le ministre a eu le feu vert pour annoncer le dépôt de son projet de loi, ce qu'il a fait le lendemain même. Puisque l'objectif principal de la conférence a été atteint, tel qu'entendu avec le chef de cabinet, celle-ci fut annulée et n'a jamais eu lieu. Mission accomplie. Voilà pour des mobilisations d'organismes. Pour les mobilisations de groupes, d'individus, c'est tout aussi important. Donc, je vais vous donner juste un exemple de ce genre de mobilisation. C'était qu'après le projet de loi qui a été déposé, mais on n'avait toujours pas l'appui des libéraux. Le critique en matière de santé a dit « D'abord, on veut écouter les gens ». Ça, c'était un vendredi. Lundi était congé et c'est mercredi que la décision se prenait en caucus. Donc, il restait une journée le mardi pour faire le plus de pression possible. Nous avons donc lancé un appel à l'action qui atterrit par télécopière dans les bureaux des 500 médecins qui avaient accepté d'être sur notre liste d'envoi. La directive était claire, appeler le plus de députés libéraux possible et les implorer à appuyer le projet de loi. Texte à l'appui, liste des députés avec tous les numéros de téléphone. D'après nos contacts dans le parti, les téléphones n'ont pas arrêté de sonner toute la journée du mardi. L'appui s'est rapidement concrétisé le mercredi matin et le parti a approuvé le projet de loi, ce qui a été annoncé quelques jours plus tard. Et vous connaissez la fin de cette petite histoire. Le projet de loi du Dr Rochon a été adopté à l'unanimité. Il va sans dire que le même type d'activité a aussi contribué, était nécessaire pour l'adoption du renforcement de la loi en 2005. Il est vrai que le principal rôle des autorités de la santé publique, c'est surtout l'évaluation scientifique des risques, des dommages et des solutions, et à cela s'ajoute l'implantation de programmes et l'éducation publique. Mais un rôle supplémentaire à garder en tête consiste à utiliser leur crédibilité, c'est-à-dire votre crédibilité, pour faire avancer une cause dans l'arène politique. N'oubliez pas que les groupes anti-tabac peuvent facilement se faire discréditer parce qu'on est en quelque sorte biaisé ou anti-fumeur ou anti-liberté. Même chose pour les familles et les témoins des victimes pour le contrôle des armes. On nous accuse souvent d'être émotionnels et souvent ça m'arrive après une entrevue à la radio, certaines radios, que l'animateur continue de parler, puis je reste sur la ligne et j'entends qu'ils disent « Ah, bien, elle a fait des bons arguments, mais on comprend pourquoi pour le contrôle des armes après avoir vécu cette tragédie. » Donc, pas pour des raisons rationnelles. Mais les prises de position des autorités de la santé publique, elles, sont beaucoup plus difficiles à critiquer. Donc, il faut comprendre que les groupes anti-tabac, les ONG, ne pourront jamais substituer aux interventions directes des autorités de la santé sur l'importance des mesures de santé publique. Un dernier mot sur les coalitions. Excusez. Donc, un dernier mot pour les coalitions. Notre principal rôle, bien sûr, c'est d'organiser les appuis. Et c'est vrai que chaque geste compte, mais les gestes qui sont coordonnés, qui frappent tout en même temps à la bonne cible, sont beaucoup plus efficaces que des gestes individuels un peu aléatoires. C'est pourquoi je vous encourage fortement à rechercher les groupes parapluies liés aux causes auxquelles vous vous souscrivez. En ce qui concerne la Coalition pour le contrôle du tabac, nous avons toujours besoin d'aide. L'adhésion est facile. Je vous invite tout simplement à aller porter votre carte de crédit au kiosque de mon employeur, de l'Association pour la santé publique du Québec, et on peut vous inclure dans nos listes d'envoi. Et pour ce qui est de la Coalition pour le contrôle des armes à feu,
bien, là aussi, elle a toujours besoin d'aide. Même si nous avons obtenu un sursis au niveau de l'enregistrement, le combat se poursuit à Ottawa avec le lobby des armes qui veut encore plus affaiblir les contrôles. Ils veulent en fait éliminer la loi au complet. Et pour ceux qui ont lu l'excellent reportage en première page de la presse de jeudi dernier, il y a encore beaucoup à faire avec des armes d'assaut qui demeurent toujours accessibles au public en tant qu'armes non restreintes. Donc, et ici, enfin, je me permets juste de vous rappeler que la position du chef des libéraux demeure inchangée depuis qu'il a plaidé contre l'enregistrement des armes à feu il y a 1 an. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de la tuerie de Poly, puis à tous les années, la coalition organise une campagne de cartes postales. Elles sont aussi au kiosque de la SPQ pour ceux qui aimeraient les envoyer. C'est au premier ministre, ça ne prend pas de temps, ça prend quelques minutes. Je vous encourage d'aller en chercher. Alors enfin, nous sommes arrivés à la partie de la plénière qui m'intéresse le plus, soit la présentation de nul autre que l'auteur de la loi sur le tabac, qui pourra vous présenter peut-être une rare perspective venant de l'intérieur du gouvernement par rapport à l'impact de l'engagement citoyen. Dr. Rochon, j'espère que vous n'allez pas trop me contredire, mais de toute façon, c'est un honneur et un immense plaisir de vous céder la parole. Merci. Bonjour à tous. Vous comprendrez que ça a été pour moi un immense plaisir d'accepter l'invitation d'accompagner et d'épauler Heidi pour cette session, surtout devant les collègues de santé publique. Évidemment, quand je suis arrivé au ministère de la Santé et des Services sociaux, comme Heidi l'a rappelé, j'étais un peu déjà tout préparé, étant tombé un peu, comme on pourrait dire, dans la potion magique en ce qui concerne la lutte contre le tabac. Parce que pendant les 6 années où j'ai été à l'OMS, d'abord, comme Heidi l'a rappelé, non, plutôt dans la présentation, vous l'avez rappelé, pour l'Europe, le Bureau régional de l'Europe, une des grandes priorités était des législations contre l'usage du tabac. Et le Bureau régional de l'Europe était là dans un rôle, évidemment, de soutien, d'appui, de fournir des outils au pays. Et j'avais déjà vu donc une première expérience d'une législation qui était adoptée en France. À cette époque, le ministre Claude Évin portait ce fanion et avec un travail immense, j'avais pu voir un peu se dérouler une action politique qui amenait un grand pays comme la France à adopter une première législation contre le tabac. Et quand je me suis retrouvé au siège social à Genève, responsable d'une direction de protection et de promotion de la santé, le tabac était aussi pour le siège et pour toutes les régions une des grandes priorités d'action. Et dans la direction, la division que je dirigeais, il y avait une douzaine de programmes, dont un sur le tabac, et qui était vraiment très actif. D'ailleurs, une équipe très forte et dirigée par un Canadien à l'époque, je pense qu'on l'a tous bien connu, Neil Kolisha, qui est encore actif sur cette scène-là. Alors, le combat a continué, si vous voulez, sur une toute autre scène, dans toute autre condition. Alors, en arrivant au ministère, me retrouvant ministre de la Santé, comme médecin de santé publique, j'avais un peu, en plus ou indépendamment de la plateforme électorale sur laquelle on avait été élu, un peu dans ma tête que j'espérais être là assez longtemps pour qu'on puisse au moins faire quelque chose de significatif pour le tabac. Alors, la rencontre avec la coalition, vos différents collègues, les liens, les contacts, les consultations avec les professionnels de la santé, surtout les professionnels de santé publique, nous ont assez rapidement convaincus que c'était possible. C'est une première décision à prendre pour faire une action politique. Et là, c'est engagé un travail de 2 ou 3 ans avant d'en arriver à avoir un texte qu'on pouvait déposer, qui a impliqué beaucoup. Et je les remercie encore, les acteurs de santé publique, la coalition et une formidable équipe au ministère à ce moment-là qui s'était constituée pour travailler sur ce dossier-là. Alors, je vais essayer de vous donner un peu, en suivant le tracé que Heidi vous a fait, comment ça s'est passé et vu dans les coulisses du pouvoir. On peut dire. Après 10 ans,
voulais quitter complètement le gouvernement, on m'a dit que le devoir de réserve était un peu amoindri. Alors, je vais quand même faire, je dirais peut-être pas tout, mais je vais vraiment pouvoir vous dire l'essentiel de ce qui s'est passé. Bon, d'abord, l'engagement citoyen, je pense qu'il faut réaliser, et ça, on le réalise très vite quand on devient politicien, c'est très fort et c'est dès le début que ça joue. Un parti politique se fait élire sur une plateforme électorale. La plateforme électorale, évidemment, c'est adopté par les membres du parti. Mais ça, ce n'est pas un petit groupe qui est enfermé dans un coin qui fait une plateforme électorale. Déjà, un parti, ça représente une bonne partie de la population. Et c'est des militants. C'est des gens engagés qui veulent changer le monde. Et la plateforme électorale est tirée de ça. Donc, quand un gouvernement arrive au pouvoir, il y a déjà son programme qui sort de sa plateforme et qui est en résultante en bonne partie de ce que les citoyens engagés, les groupes de pression ont fait valoir et ont déjà mis dans un premier agenda politique. Bon, évidemment, on ne fait pas 4 ans au pouvoir avec juste les engagements d'une plateforme électorale. Il y a beaucoup de choses qui se passent, les choses évoluent vite, ça change. Il faut rajouter des éléments. Et c'est un peu comme ça que le tabac s'est présenté. À l'époque, ce n'était pas vraiment dans la plateforme électorale. Maintenant, pour amener un nouveau thème, Heidi a fait référence sur l'agenda politique, ce n'est pas facile. Parce que, d'abord, les partis politiques sont des reflets de la population. Alors, même si c'est un parti qui a plus une orientation de gauche que de droite, comme on dit, on milite à gauche ou à droite, mais on gouverne au centre. Alors, quand un parti se fait élire, il s'est rapproché du centre de toute façon, et il y a une députation qui est un reflet de la population en général, donc il y a des gens plus à gauche et plus à droite. Donc, tu n'as pas facilement l'unanimité à l'intérieur d'un parti pour ça. Alors, Heidi est très correcte en disant que pour que ça continue et qu'on rajoute des éléments sur un agenda politique qui est déjà constitué avec beaucoup d'influence des citoyens, il faut que les citoyens restent vigilants. Parce que rajouter quelque chose à l'agenda politique, on apprend très vite que c'est vraiment décider de faire un changement. Parce qu'un gouvernement, très rarement, va adopter des politiques ou des législations sur des questions de principe. Ça arrive à des moments importants, comme quand on parle d'une charte, par exemple. Mais en général, les décisions, les politiques, même les législations, ça règle un problème, une situation. Ça vise une situation particulière. Et ça entraîne donc un changement qu'il faut faire à l'intérieur, qu'il faut communiquer. Et si on n'a pas une correspondance avec des groupes très actifs, comme la coalition, parce que l'engagement citoyen qui n'est pas organisé, qui n'est pas encadré, qui n'est pas stimulé, qui n'est pas nourri d'informations, d'évidences et le reste, ça n'a pas la même efficacité du tout. Et il y a donc là une étape un peu comme on peut faire avec la population, qu'il faut faire à l'intérieur d'un parti. Et même si ça ne se passe pas dans les grands publics, à l'intérieur d'un caucus, l'engagement citoyen est important. Et quand, comme ministre, on a la chance de pouvoir travailler avec un groupe, une coalition très engagée sur une cause, mais pas engagée sur des enjeux politiques, financiers ou autres, c'est un peu un privilège dans un sens. Maintenant, là, il faut aussi réaliser qu'un gouvernement qui gère avec une assemblée législative, il y a un parti dans l'opposition qui peut être assez fort, et très souvent, il y a le même jeu qui se fait. C'est-à-dire, on trouve le même reflet de la société dans l'autre parti, de sorte que je peux dire aujourd'hui que si ça n'avait pas été de l'appui d'un bon nombre de députés aussi libéraux, on n'aurait pas fait ce bout-chemin-là. Et là, il y a des choses que Heidi vous a dit aujourd'hui que je n'avais pas nécessairement su à l'époque. Certaines des activités qui ont été faites, comme les téléphones du dimanche matin ou quelque chose du genre, qui ont sûrement contribué pour une bonne partie à faire cheminer tout le monde pour aboutir finalement à une décision. Alors ça, c'est un peu le contexte qu'il faut avoir en tête comme point de départ pour inscrire un nouveau thème à l'agenda politique. La première question qui se pose quand il y a une question comme ça qui se présente, il y a des groupes qui se présentent, et ça, j'ai appris ça dans des conseils qu'on m'a donnés au début de la vie politique. On m'a dit, première chose, il faut vérifier, est-ce qu'on a affaire à un groupe qui représente vraiment la population ou si on a affaire avec un lobby? C'est une question. Si on a affaire avec un lobby, on se met en mode de négociation. Il faut vraiment connaître quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qu'il faut protéger. La politique, à ce moment-là, a vraiment un rôle de protéger l'intérêt public, d'assurer l'équité
et d'en arriver à une entente, mais c'est un processus de négociation. Si c'est un groupe qui représente vraiment la population, qui n'a pas d'intérêt particulier financier ou autre, je pense que c'était le diagnostic que j'avais fait, c'est que c'était le cas de la coalition. Heureusement, je ne me suis pas trompé. Là, ce n'est pas de négociation. Il faut vraiment, et ce qu'on dit de la règle politique, il faut d'abord s'asseoir et s'assurer qu'on comprend très bien ce qu'ils veulent dire. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire? Jusqu'où ils sont prêts à s'engager? Pour quel genre de collaboration on va avoir? Et trouver un moyen de travailler avec eux. Que le gouvernement garde sa place, garde son rôle, parce que, ultimement, en bout de compte, le gouvernement doit trancher selon ce qu'il pense qu'il est possible d'adopter comme législation. Alors, il ne peut pas prendre fait et cause en même temps que le débat se poursuit. Autrement, la position d'arbitre final n'est pas jouable. Alors là encore, l'engagement citoyen, surtout véhiculé, organisé, orchestré avec des groupes comme une coalition, c'est presque indispensable, je dirais, dans le processus législatif, si on veut qu'on ait un débat vraiment démocratique et qu'on puisse vraiment étayer les alternatives, les options, et que le gouvernement soit en position pour vraiment agir. Ça nous amène à inscrire à l'agenda. C'est probablement une des étapes les plus cruciales à faire. Maintenant, une fois inscrit à l'agenda, ce n'est pas gagné d'avance, ce n'est pas fini. Il faut vraiment qu'une législation, une politique propose des moyens. Alors, il y a toute une phase de formulation pour mener à l'adoption de la politique, là qui demande effectivement de retourner aux données probantes et les organiser. La place des experts, des chercheurs, des professionnels. Dans un sujet comme celui-là, les professionnels de santé publique ont joué un rôle majeur par leur action sur le terrain, mais aussi différentes instances et centralement. Mais là, vraiment dans un rôle d'expertise centralement, plus dans un rôle d'animation localement. Et là, c'est important que les joueurs de santé publique, à ce moment-là, comme dans une équipe qui joue sur le terrain, se donnent des rôles différents. Ne peut pas en même temps, la même personne est à la fois expert et mobilisée, mais de la même culture, du même groupe, les deux contributions peuvent venir. C'est la chance qu'on a eue pour faire progresser ce dossier-là sur une base scientifique solide qui était déjà acquise, mais avec toute une stratégie pour pouvoir l'orienter. Avec cet appui-là, ça a été possible de concevoir, ça ressort peut-être dans les différentes présentations qu'on peut vous montrer, que la stratégie a été prise d'avoir la législation à peu près parfaite, de tout mettre. Et effectivement, le premier projet de loi, tout était prévu. Mais sachant très bien qu'il faudrait négocier, qu'il faudrait laisser tomber du lest un peu pour aller chercher l'unanimité, mais pour vouloir s'assurer qu'on aurait l'essentiel. Alors, avec une bonne base scientifique, un bon appui, ça a été possible de cheminer, d'étayer et graduellement d'en arriver au point où on était. Alors, c'est vraiment une période où il faut trouver le moyen, en travaillant en consonance avec ce qui se passe dans la population, capable de garder le cap tout en louvoyant avec les vents, savoir où laisser du lest, où le reprendre. Et ça, ce qui peut être dangereux s'il n'y a pas un bon contact avec un groupe très actif sur le terrain, c'est de ou perdre la cape, ou à un moment donné de manquer des virages importants et de risquer de faire faillite ou de dessaler, comme on dit, dans le métier. Il y a peut-être certaines diapos qui peuvent accompagner, si jamais je trouve le bon bouton. Voilà. Alors, comme vous disiez, la bataille des larbés s'est faite, la distinction s'est faite entre ceux qui étaient vraiment des larbés et ceux qui défendaient vraiment une cause de la population. Et on a appelé ça, les journalistes ont appelé ça une guerre d'usure. C'est long, ça a pris au total à peu près 3 ans. Et comme Heidi peut le montrer, avec des allers-retours beaucoup, avec des blocages, tout d'un coup, quelqu'un sort du Conseil des trésors et dit « Oh, il faudrait une étude d'impact. » Une étude d'impact. Alors là, tu viens de prendre 6 mois pour orienter toute l'équipe pour faire une étude d'impact. Bon, heureusement, l'étude d'impact sort en montrant que non seulement ça va coûter cher et causer du trouble, mais que ça va créer des emplois. Je ne sais pas comment ils ont calculé ça, mais que ça va créer des emplois, ça va améliorer la situation. Alors, c'est un exemple, il y a une série d'embûches sérieuses, dans le fond. Puis, il faut être capable quand même de prendre au sérieux ceux qui sont contre, parce qu'en général, il y a un certain fondement à ce qu'ils peuvent dire.
les rencontres que le ministre fait, c'est le dernier point que je vais vous montrer dans ce processus, dans le temps qu'on a, on pourra peut-être revenir en discussion. Il y a tout le travail avec les équipes du ministère, les contenus, faire évoluer, le travail avec le caucus, s'assurer que la base militante suit pour ce qui se passe sur le terrain, que les coalitions qui travaillent comme la coalition sur le tabac trouvent quand même des alliés sur le terrain qui ne sont pas nécessairement dans la coalition, mais qui embarquent dans le mouvement, si vous voulez. Et il y a beaucoup de choses qui se passent là aussi derrière les portes closes. Ça, je ne pourrais pas rentrer dans les détails de ça, mais je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de rencontres. Et j'ai dû rencontrer plusieurs fois avec des collègues du Conseil des ministres, des grands dirigeants de l'industrie du tabac, qui avaient leur façon, leur lobby, eux autres aussi, leur sorte de coalition, qui est une coalition de lobby. Et ça, je peux témoigner que quand tu défends un dossier pour ramener une législation de ce genre-là, de savoir qu'il y a des troupes sur le terrain qui bougent dans le même sens et qu'il y a une armée qui est en mouvement, ça change toute la donne. Parce que ça, à un moment donné, ça peut donner de l'assurance et on peut passer plus facilement le message que ce qu'on avance, ça dans quoi on est prêt à risquer le changement, qu'il y a assez d'appui dans la population pour y aller. Et à un moment donné, ça force ceux qui sont vraiment contre pour des intérêts, les lobbies, graduellement à réajuster et finalement en venir à une position un peu plus commune. Alors, je terminerai en revenant sur l'engagement citoyen. Une expérience politique, si on ne l'est pas avant, nous convainc que c'est essentiel pour faire fonctionner une démocratie. C'est essentiel même pour se faire élire. Et c'est pour ça que je dirais qu'il faut voir quand on est du côté militant, quand on est sur le terrain, soit comme professionnel de santé publique, soit comme un militant dans une coalition. Moi, je vous incite à voir le politicien comme un allié. Parce qu'un politicien réalise très bien l'importance de ce que les citoyens pensent. Sa job dépend de ça. C'est pour se faire élire. Et un ministre, même ceux qui sont au gouvernement, avant d'être au gouvernement dans notre système, il faut d'abord être député. Alors, vous avez en partant des gens qui peuvent avoir une opinion différente, puis pas être facile à convaincre, mais des gens d'abord qui viennent de cette population-là, ce n'est pas des êtres désincarnés, et qui sont dans un métier où ils dépendent en fait de l'appui des citoyens et de l'engagement citoyen. Et il peut y avoir un apprentissage à faire pour voir comment travailler avec des groupes organisés, mais en général, ça se fait très vite, ça, pour des raisons même de survie dans ce genre de métier-là. Alors, je terminerai en disant en espérant que ce témoignage vient corroborer, je ne pense pas avoir trop contredit ce que Heidi a dit. Il y a des bémols qu'on est obligé de mettre quand on est dans cette partie de la solution, qui est se préserver pour être l'arbitre final et être reconnu comme ayant pu être équitable et tenir compte de tout le monde. Mais je peux sûrement témoigner que quand on prend le temps de respecter le processus, et ça, que des groupes comme une coalition, une véritable coalition, pas de lobby d'intérêt, mais qui feront fait et cause, permet de travailler avec des citoyens qui comprennent le processus politique. Si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est que la mise à l'agenda, comment ça passe la formulation, dans quelles conditions va s'adapter un projet de loi, on peut avoir des groupes qui, avec les meilleures intentions possibles, vont être à contre-courant, vont sortir une stratégie trop vite, ou ne seront pas là pour réagir aussi vivement que vous l'avez fait dans certains cas, parce que c'était crucial. Et quand on est engagé là-dedans, c'est peut-être une grande coalition, mais on n'a pas le temps de se parler au quotidien. Il y a des bouts que ça se passe vite. Alors, il faut vraiment qu'on soit sur une même longueur d'onde et que tout le monde, dans un sens, du côté du gouvernement, de ceux qui militent sur le terrain, partagent une même connaissance du processus et une certaine discipline pour être capable de fonctionner. Et finalement, en bout de ligne, d'avoir des groupes, des coalitions qui sont stratégiques. Il n'y a rien de pire quand on est en position de décision dans un rôle politique que d'avoir des groupes qui deviennent des jusqu'au-boutistes et qui veulent vraiment tout avoir ou rien. Ça, c'est la meilleure façon pour rien avoir. Alors, il y a des ajustements qui peuvent se faire, mais ça prend un groupe pour ça. Et ça, j'ai connu les deux situations. Il y a des législations que j'ai pu piloter où il n'y avait pas ce genre de groupe avec qui on pouvait travailler.
l'assurance médicaments, par exemple. Alors, on a pu faire un bon bout de chemin, mais je suis sûr qu'on aurait pu aller probablement encore plus loin s'il y avait eu ce genre de collaboration. D'autres, par contre, dans d'autres domaines, il y a celui du tabac qui est peut-être un exemple très, très connu et un exemple fort qui peut donner un beau modèle de comment faire. Mais quand j'étais ministre du Travail, on a pu travailler aussi pour revoir la loi des normes du travail, qui n'avait pas été touchée depuis une trentaine d'années. Et il y a un groupe qui s'appelle Au bas de l'échelle, je ne sais même pas s'il existe encore actuellement, qui était un peu configuré comme la coalition contre le tabac. Et la loi des normes du travail, c'est la convention collective, ça, d'à peu près la moitié des travailleurs au Québec, de tous les petits métiers, tous les petits boulots, de gens qui ne sont pas syndiqués. Et là, j'ai connu le même genre d'expérience avec le groupe qui était engagé là-dedans. Alors, je pense que je peux témoigner avec assez d'assurance que c'est une bonne façon de faire évoluer puis de vivre notre démocratie et qu'au total, ça nous donne des pas mal meilleures décisions pour une société. Et qu'en général, même ceux qui ont été les plus opposés là-dedans, c'est comme à la fin d'un match où tout le monde sent que le processus a été correct, a été équitable, les gens se rallient. Et c'est ce qu'on a eu la chance d'avoir, que les journaux ont publié à l'époque, comme tu as dit, que c'était adopté à l'unanimité quand le processus s'est défini. Non, pas tout à fait comme ça. Alors voilà, c'est le témoignage que je voulais vous donner. Merci. Merci, Dr. Rochon, Mme Rathjen, pour deux grands discours qui nous rappellent qu'il y a le mot « public » dans « santé publique ». Et là-dessus, j'ai un commentaire et peut-être une question pour vous deux. J'entends de temps en temps, depuis plusieurs années, que si on veut vraiment mobiliser ou faire en sorte que des citoyens soient davantage engagés dans le dossier des armes à feu, dans le dossier du tabac et d'autres enjeux de santé publique, il faudrait populariser la santé publique ou populariser ou démocratiser la santé publique, c'est-à-dire faire en sorte que la santé publique soit perçue non pas comme l'affaire d'un réseau scientifique, académique ou de professionnels, mais vraiment l'affaire de tout le monde. Alors, je me demandais si vous êtes en accord avec ce commentaire et si oui, comment on fait pour le démocratiser? Je pense que tu soulèves une très bonne question, c'est comment augmenter l'attrait, le sentiment d'appartenance à quelque chose qui est la prévention. Et il faut dire que peut-être mon commentaire peut être à l'effet que c'est très difficile, surtout en termes de, quand on pense à la lutte anti-tabac, c'est la prévention, c'est l'investissement dans la lutte anti-tabac, c'est des retombées à long terme. Les gens qui meurent du tabagisme, c'est pas dans les manchettes, c'est pas dans les rues, c'est pas une violence soudaine, ça prend des années. Après des années de tabagisme, ça prend aussi des années pour mourir. Et alors, comme a dit un très méchant monsieur, là, je pense que c'était Staline, une mort, c'est une tragédie, mais 1 million de morts, c'est une statistique. Et nous, on fait face à ça à tous les jours, puis c'est pour ça que c'est tellement un défi pour que la lutte anti-tabac devienne une priorité politique. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit que, surtout en ce qui concerne le tabac, la première étape, convaincre le ministre, c'est l'étape la plus difficile. Et heureusement, avec Dr. Rochon, on n'avait pas à convaincre le ministre. Ça a pris 4 années de convaincre Alan Rock pour finalement adopter une loi complète. 2 années pour convaincre Kim Campbell. Pour le docteur Couillard, en 2004-2005, ça a pris 1 an avant qu'il décide d'agir. Et présentement, on est avec un gouvernement où, malgré le fait que le ministre dit qu'il est en faveur de la lutte anti-tabac, qu'il aimerait agir puis qu'il appuie en général nos revendications, mais c'est toujours pas une priorité politique qui fait qu'on a quelque chose qui bouge à Québec, quelque chose de concret. On n'a toujours pas de législation. On attend. Puis c'est les autres dossiers plus chauds, plus immédiats qui sont toujours la priorité. Alors, peut-être que je n'ai pas la réponse à ta question, mais j'ajoute au point que tu soulèves. OK, merci. C'est très bon comme question. Il faut avoir les deux aspects. Ce n'est pas un ou l'autre. Il y a la santé publique qui existe, à mon sens, qui s'est bâtie au Québec autour des 30 ou 40 dernières années, qui était très peu connue. Moi, quand j'ai commencé en santé publique comme professionnel, comme médecin de santé publique,
On nous demandait toujours d'un médecin de santé publique, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Alors, je pense que la santé publique a acquis un certain statut, c'est plus connu, c'est organisé. Au Québec, ça a pris une place importante dans le système de santé. Même parfois, certains taux, ça a peut-être pris trop de place. Et ça, je pense qu'il faut que ça continue, parce qu'il y a tout un réservoir d'expertise, autant de contenu que de stratégie de mobilisation, de changement, qui est important à voir. Mais l'évolution nous a amené à un point où il y a d'autres choses au-delà de la santé publique. Je pense qu'on commence à appeler ça de plus en plus la santé des populations. Oui. Et que là, les professionnels de santé publique ont leur place, mais qu'il y a beaucoup d'autres mondes qui sont impliqués. Et surtout avec l'approche des politiques intersectorielles, la santé dans toutes les politiques, bien, il y a beaucoup de gens qui font le concept large de santé publique ou de santé des populations, même s'ils n'appellent pas ça comme ça. Il y a un autre jargon. Ils appellent ça autrement, mais c'est la santé publique sur une grande échelle dans un centre. J'ai l'impression qu'on est bien parti dans cette voie-là. Et quand tu me présentais, tu rappelais que je travaille beaucoup avec l'initiative pour le partage des connaissances, développement des compétences. C'est vraiment une initiative orientée dans ce sens-là. D'avoir comment une responsabilité pour une population peut engager l'ensemble des acteurs et que les professionnels de santé publique jouent un rôle très important comme moteur un peu de ça.